Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo sur la notion de bilan de puissance dans un circuit électrique. Alors la puissance, c'est quelque chose dont on a déjà entendu parler dans les classes antérieures. C'est relié à l'énergie et c'est relié par une formule que vous avez déjà vue soit au collège, soit l'année dernière, donc qui est E égale P fois T ou delta T si c'est une durée. Donc E égale P fois delta T. Alors, donc E c'est l'énergie. Alors je fais un E manuscrit comme ceci pour la distinguer de la notion qu'on avait vue de la FEM qui se note E en bâton. Donc ici c'est un E pour énergie. C'est égal donc à la puissance multipliée par la durée. Alors au point de vue des unités, l'énergie ça va se mesurer dans n'importe quel type, n'importe quelle forme d'énergie va se mesurer dans la même unité, c'est-à-dire en joules. La puissance, eh bien, ça sera en watts, et puis la durée, ce sera en secondes. Alors, pour comprendre un petit peu ce que c'est que la puissance, cette formule-là, on peut la mettre sous une autre forme. Je peux marquer, par exemple, P égale quelque chose. Donc, si je mets P égale quelque chose, je regarde bien, c'est donc E que je divise par delta T. En fait, qu'est-ce que c'est que la puissance en général, ou la puissance électrique dans ce cas-là? Eh bien, c'est la capacité d'un système à transférer plus ou moins rapidement de l'énergie. Donc en fait, si vous avez un appareil qui est capable de transférer une très grande quantité d'énergie, mais sur un laps de temps très important, sa puissance ne sera pas très forte. Au contraire, si vous avez un appareil qui est capable bien de délivrer une petite énergie, mais dans un intervalle de temps excessivement court, eh bien la puissance aussi de votre appareil sera très forte. Donc en fait, la puissance, c'est quoi? Eh bien, ça va être la capacité à mesurer la variation d'énergie dans un temps donné. D'accord? Donc plus la variation d'énergie et plus l'énergie est importante, plus la puissance sera importante, et plus la durée sera courte, et aussi plus la puissance sera importante. Donc je vous mets donc, ainsi plus la puissance est élevée, plus la variation d'énergie d'un système est donc rapide. Voilà, c'est rapide. Alors attention aux unités, puisque ici je vous donne les unités officielles. L'énergie, ça se mesure donc en joules, pour toute forme d'énergie, symbole J majuscule. P, c'est la puissance qui va se mesurer en watts. Et puis T, c'est la durée en secondes. En électricité, par contre, le joule, c'est pas quelque chose qui est utilisé assez régulièrement. On va utiliser plutôt ce qu'on appelle le kilowattheure. Je vous mets donc l'unité officielle de toutes les formes d'énergie et le joule, mais en électricité, on utilise surtout le kilowattheure. Alors, comment est-ce que je vais faire pour passer de l'une à l'autre? Je vais utiliser ma formule ici de l'énergie, et puis je vais donc convertir les joules, c'est-à-dire les watts que je multiplie par des secondes, en kilowatts et en heures. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un kilowatt? Un kilowattheure, pardon. Un kilowattheure, c'est tout simplement un appareil qui va fonctionner pendant un appareil d'1 kilowatt qui va fonctionner pendant une heure. Donc c'est 1 kilowatt fois une heure. Donc maintenant, si je veux des joules, il faut que je... Pardon, excusez-moi. Donc si je veux des joules, eh bien il va falloir que je convertisse mes kilowatts dans l'unité officielle, c'est-à-dire les watts, et puis les heures en secondes. Alors c'est parti, 1 kilowatt, c'est 1000 watts, fois une heure, c'est-à-dire 3600 secondes. Donc si je fais mon calcul, je trouve 3,6 fois 10 puissance 6 joules, c'est-à-dire 3,6 millions de joules. Donc 1 kilowatt pendant une heure, c'est par exemple un radiateur d'un kilowatt qui fonctionne pendant une heure, donc c'est pas non plus une énergie comment dire, 1 kWh, c'est pas non plus une énergie faramineuse. Donc si on était obligé d'utiliser le joule, j'aurais déjà des millions de joules. C'est pour ça que l'unité en électricité n'est pas du tout adaptée, le joule. Vous avez déjà vu d'autres unités d'énergie, comme par exemple l'électronvolt, il en existe d'autres, qui sont adaptées à ce que l'on fait. Donc même si l'unité c'est le joule officiel, voilà, c'est le joule, on utilise d'autres unités ici. Donc voilà, comment est-ce que je fais pour convertir des kilowattheures en joules? Je fais des kilowattheures en joules, je fais x 3600, on peut le marquer ici, un petit pense-bête. Donc les kilowattheures, pour passer des joules, eh bien je fais fois 3,6 fois 10 puissance 6. Et puis si je veux aller dans l'autre sens, eh bien je vais diviser par 3,6 fois 10 puissance 6. Voilà. Donc ça c'était pour la puissance en général et l'énergie, la relation qui les lie entre les deux.
Alors en ce qui concerne la puissance électrique en elle-même, eh bien comment est-ce qu'on fait pour la calculer? C'est là, donc on va tourner la page. Donc la puissance électrique, eh bien c'est pas très compliqué puisque en fait c'est tout simplement le produit de la tension aux bornes d'un dipôle multiplié par l'intensité qui le parcourt. Donc en fait vous avez pour un dipôle électrique, vous avez P égale U fois I. Donc je rappelle les unités peut-être, ici c'est en ampères, ici c'est en volts, et ici c'est en watts. Voilà. Alors quelle que soit la puissance électrique, donc quelle que soit la puissance électrique, que ce soit un récepteur ou un générateur, P égale U fois I. Alors cette relation-là, elle est valable que dans certains cas, mais bon, vous n'avez pas à le savoir. Des fois, on peut avoir un autre coefficient qui apparaît, un sinus phi, et peu importe. Vous, pour l'instant, la seule chose que vous avez à connaître, c'est celle-ci, c'est P égale U fois I. Mais elle peut évoluer, cette relation-là, plus tard quand vous ferez des études de physique plus poussées. Alors donc la puissance c'est ça fois ça. Alors que ce que soit un générateur, un récepteur, eh bien cette puissance si on respecte les conventions, eh bien elle sera toujours positive. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que si je prends un générateur, cette puissance étant positive, on va dire que plutôt que ce générateur il fournit une puissance au circuit. Alors que si c'était un récepteur, eh bien dans ce cas-là on va dire que plutôt il va recevoir. Voilà, ça c'est une petite remarque. Donc si les conventions générateurs et récepteurs sont respectées, P est un nombre positif. Pour les conventions générateurs et récepteurs, je vous renvoie la vidéo sur les secondes par exemple, que j'avais déjà cité précédemment. Donc si le dipôle est un générateur, P représente la puissance qu'il fournit au circuit, et si c'est un récepteur, P représente la puissance qu'il reçoit. Voilà, petite convention ici. Voilà. Alors, donc par exemple, imaginons que je branche un générateur aux bornes d'un résistor. On va s'apercevoir d'une chose, c'est que ce résistor, il va chauffer. C'est le principe par exemple de la bouilloire électrique. La bouilloire électrique, eh bien vous avez à l'intérieur de votre récipient une résistance chauffante. Alors c'est une résistance classique, mais vous allez la brancher et vous allez convertir l'énergie électrique en chaleur, tout simplement. Et donc vous allez chauffer. À chaque fois que de toute façon vous avez un courant qui circule dans un conducteur qui possède une résistance, eh bien vous allez chauffer, vous allez donc forcément libérer de l'énergie thermique. Cet effet, c'est ce qu'on appelle l'effet Joule. Donc c'est utilisé par exemple pour les radiateurs, les bouilloires, donc là on convertit l'énergie électrique directement par une résistance et ça chauffe. Donc ça c'est un effet qui est voulu. Alors des fois c'est un effet qui n'est pas voulu, par exemple dans les ordinateurs. Les ordinateurs, vous avez des courants électriques qui circulent. Le but c'est de créer des courants électriques, ce n'est pas de chauffer. Par contre ça chauffe quand même quoi qu'il arrive. Et donc c'est pour ça qu'on est obligé de le refroidir puisque justement à l'intérieur ça chauffe. Alors cet effet Joule, il se fait à chaque fois qu'il y a une résistance. Et donc, comment est-ce que je fais pour connaître le lien entre la tension, l'intensité et la résistance? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la loi d'Ohm que vous avez dû voir au collège. Alors, comment je vais faire pour la calculer, cet effet Joule? Eh bien, cet effet Joule, je reprends ma formule de puissance. Donc, si on associe la définition de la puissance, c'est-à-dire P égale U fois I, à la loi d'Ohm, qui s'intitule qui se met sous la forme mathématique U égale R fois I. Si je combine les deux, donc si je remplace le U, c'est-à-dire le RI à l'intérieur, j'ai P qui est égal à R fois I fois I. Donc ça veut dire RI au carré. Donc si je veux calculer la puissance dissipée par effet Joule dans une résistance, eh bien je vais pouvoir faire donc P, la puissance qui est égale à la résistance que je multiplie par l'intensité au carré. Donc toujours au point de vue des unités, ici c'est en ampères, ici la résistance c'est en ohms, et la dernière donc c'est la puissance qui va se faire en watts. Pas bien fait. Donc en watts ici. Tchic, tchic.
Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle la puissance dissipée par effet Joule. Dans certains ouvrages, peut-être, on peut trouver des fois un petit P avec un indice J ici. C'est tout à fait possible, c'est pour dire que c'est la puissance qui va être transférée par effet Joule. Voilà, donc des fois ça peut arriver qu'on trouve un petit P ici, un indice J pour dire que c'est un fait Joule. Donc cette puissance est dissipée sous forme de chaleur. Toujours, hein, quoi qu'il arrive, à partir du moment de toute façon où vous avez un courant qui circule et qui a une petite résistance, eh bien vous avez l'effet Joule. C'est ce qu'on appelle l'effet. Je vais peut-être remettre ça en bleu. Hein. Donc l'effet Joule. Voilà. Donc ça, c'est pour l'électricité, il y a beaucoup de relations. Hein. C'est ça peut-être la difficulté pour l'électricité, c'est qu'il y a beaucoup de relations. P égale U fois I, U égale R fois I. U égale moins RI. Voilà, il y a beaucoup de relations. Il faut savoir jongler avec les unités, avec les relations. C'est pas toujours facile. Vous avez en plus la loi d'Ema et la loi des nœuds qui peut arriver. Et donc un jour, quand vous serez plus grand, vous ferez des véritables résolutions de problèmes sur l'électricité. Il faudra combiner toutes ces grandeurs-là et c'est pas toujours très facile. Alors nous, on va faire plus simple, on va s'intéresser à une chaîne énergétique. C'est-à-dire qu'en gros, je vais prendre un appareil, je vais regarder ce qu'il y a en entrée, je vais regarder ce qu'il y a en sortie, et on va essayer d'étudier théoriquement comment fonctionne cet appareil. Alors vous avez probablement vu ça, les transferts énergétiques qui sont réalisés sous forme de chaînes. Voilà, donc ça peut se faire en électricité, mais ça peut se faire en mécanique. Hein. Tout transfert de toute façon énergétique va se faire sous cette forme-là. Alors la plupart du temps, c'est des conventions qu'on a un peu choisies un peu au hasard, mais tout le monde fait à peu près la même chose. En fait, ce que l'on va mettre dans des rectangles, on va mettre ce qu'on appelle des formes d'énergie. Alors les formes d'énergie que l'on peut avoir, je vais le marquer ici, donc forme d'énergie, voilà, tac. Donc ça c'est forme d'énergie, et ici c'est forme d'énergie aussi. Alors ces formes d'énergie que l'on peut mettre dans des rectangles, elles sont, je vous avais déjà fait ça, hein, si vous reprenez votre feuille d'avant qu'on avait fait en cours, c'est cette partie-là, hein, donc avec les différentes formes d'énergie. Alors on peut avoir de l'énergie cinétique, de l'énergie comment dire thermique, on peut avoir de l'énergie chimique, on peut avoir de l'énergie potentielle, voilà, on peut avoir différents types de formes d'énergie que l'on avait détaillées ici. Et par contre les flèches, elles, vont représenter un transfert d'énergie. Donc ici, sur les flèches, hein, je peux mettre transfert. Voilà, donc toutes flèches ici vont représenter un transfert d'énergie. Alors les types de transfert d'énergie qu'on peut l'avoir, c'est pareil, hein, je reviens au début de votre feuille. Au début de votre feuille, vous aviez les différents modes de transfert, donc il y a évidemment la chaleur, l'énergie, transfert par rayonnement, la lumière, les transferts d'énergie sous forme de travail, on verra ça au prochain chapitre, ça va être une petite réjouissance sympathique. Et le dernier, c'est les transferts électriques. Voilà. Donc voilà, on peut avoir type de transfert, donc ici c'est ce qu'on va noter. Et quand on a maintenant les ovales, ou les cercles, peu importe, ça dépend, et bien ça, les ovales, vont représenter plutôt ce qu'on appelle un convertisseur d'énergie. Par exemple, tout simplement, un moteur électrique est un convertisseur d'énergie, une bouilloire électrique est un convertisseur d'énergie, un panneau solaire est un convertisseur d'énergie, voilà, et que sais-je, encore plein de choses. Alors, donc c'est comme ça qu'on va représenter les chaînes énergétiques. Je pars d'une forme d'énergie qui est stockée, donc là évidemment ce sont des énergies qui sont stockées, donc peut-être de l'énergie soit potentielle, soit d'énergie cinétique, ça peut être que ça de toute façon. Un transfert, donc là, avec les 4 qu'on a vus ici, et puis les convertisseurs qui vont être représentés. Alors on va donner un exemple pour que vous essayez de comprendre comment ça fonctionne. Donc on peut vous demander par exemple de réaliser une chaîne énergétique de n'importe quel dispositif. Donc là on va prendre une batterie alimentant un moteur électrique entraînant un disque en rotation. Donc voilà, j'imagine j'ai une batterie qui est branchée sur un moteur électrique et puis il va tourner. Voilà, donc quelle est la chaîne énergétique qui va représenter ici ces transferts d'énergie? Alors donc ici j'ai mon réservoir d'énergie, hein, donc ici la batterie, il faut essayer de trouver quelle est l'énergie que contient la batterie. Alors la batterie ne contient pas d'énergie électrique, hein, puisque à l'intérieur il n'y a pas d'énergie électrique, ce sont des substances chimiques qui vont réagir et donc qui vont permettre, on avait déjà vu un transfert d'électrons par des réactions d'oxydoréduction, et bien qui vont permettre donc de transférer de l'énergie. Mais à la base, cette énergie, elle est contenue dans les substances, c'est-à-dire c'est de l'énergie qu'on va appeler de l'énergie chimique.
Donc la batterie contient de l'énergie chimique. Ensuite, elle va transférer cette énergie chimique à son moteur. Alors, quel va être ce type de transfert? Là, par contre, c'est un transfert de type électrique. D'accord? La batterie va transférer du courant électrique jusqu'au moteur ici. Alors, votre moteur électrique, c'est ce qu'on appelle donc un convertisseur. Je vais le noter aussi ici. Et puis, on va essayer de se rendre compte, en quoi ça va être transformé. Alors, le moteur, son but principal, c'est quoi? C'est de créer du mouvement, c'est-à-dire en gros de l'énergie qu'on pourra appeler donc soit de l'énergie du mouvement, c'est-à-dire soit l'énergie qu'on pourra appeler cinétique, ou alors tout simplement l'énergie mécanique. Je vous rappelle que l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique. Donc ce moteur électrique va faire un transfert, tout simplement un transfert mécanique. Il va le transformer en mouvement. Donc il va le transformer en mouvement. Par contre, ce n'est pas la seule chose. On a vu juste avant que lorsque vous avez un transfert électrique aussi, qu'il y a une résistance, c'est le cas, parce que le moteur il est constitué de fils qui ont une certaine résistance, même si les petites elle en a une, vous allez forcément libérer de l'énergie sous forme de chaleur. Donc par effet Joule, et donc vous allez forcément avoir un transfert thermique. Alors on fait deux types de flèches. J'ai fait une flèche ici horizontale pour dire c'est l'énergie dont je veux. Moi ce que je veux, si j'ai un moteur, ce que j'ai envie c'est qu'il tourne, donc qu'il produise de l'énergie mécanique. Et puis je vais avoir une sorte d'effet indésirable, c'est-à-dire un transfert thermique. Donc en fait l'énergie de départ va se séparer en deux parties. Et donc mon disque en rotation, lui, il va acquérir une énergie que je n'ai pas notée, que je vais noter maintenant. Donc une énergie due à la vitesse, donc c'est une énergie cinétique. Cinétique. Alors si vous marquez énergie mécanique, c'est pas complètement faux. Donc par contre je vais mettre en bleu. Voilà. Donc de l'énergie cinétique, c'est l'énergie qui est due à la vitesse. Votre moteur a une certaine vitesse. Voilà. Alors ça c'est la chaîne énergétique. Donc je pars d'un certain réservoir d'énergie, je fais un transfert, j'ai mon convertisseur et je retrouve une certaine forme d'énergie. Vous savez qu'il y a conservation de l'énergie. Ça veut dire que en fait toute l'énergie que je vais donner ici, je vais la retrouver à la somme de deux choses. Ici l'énergie mécanique plus l'énergie thermique. Cette énergie-là, c'est une énergie qui est importante pour nous puisque c'est ce que l'on veut faire, c'est ce qu'on va appeler de l'énergie utile. Par contre, celle-ci, qui n'est pas, qui ne nous sert pas, la chaleur, quand je fais un moteur, j'ai pas envie que ça chauffe, bien au contraire, ça peut détruire même certains composants électriques. Donc ça, c'est de l'énergie qui n'est pas utile, c'est de l'énergie qui est perdue. Et donc, on va essayer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de minimiser ces transferts thermiques pour maximiser ça. Et pour cela, on va calculer quelque chose qu'on a déjà vu, qui s'appelle le rendement. Donc le rendement, c'est tout simplement, en gros, combien j'apporte et combien je récupère véritablement. Alors, cette énergie ici que je vais récupérer, je dis, s'appelle énergie utile. On va le noter, je vais le noter en vert ici. Donc ça, c'est l'énergie utile. L'énergie apportée, c'est celle-ci. D'accord, c'est mon énergie électrique ici, je vais faire en plus petit. Et puis l'énergie ici qui va être avec ma flèche là, ça va être une énergie qui va être perdue, une énergie non utile, qui va pas me servir à faire ce dont j'ai besoin. Et donc on va définir le rendement. Le rendement, on va le noter par la lettre eta. Alors je vais essayer de la faire correctement, c'est pas facile. Une sorte de N. Voilà, comme ceci. Je vais le faire en plus gros à côté pour qu'on essaye de voir à peu près. Donc c'est une sorte de N, mais avec une grande barre sur le côté. Donc ça c'est la lettre grecque eta. Et vous en manquez peut-être encore une. Voici, c'est eta. Et donc comment est-ce qu'on va faire pour le calculer ce rendement? On va tout simplement dire que c'est la partie qui va être utile, voilà, sur celle que j'ai apportée. En gros, je veux savoir quel est le pourcentage de ce que je vais récupérer véritablement par rapport à ce que j'apporte. Donc l'énergie apportée, on peut la calculer, puisque là ici par exemple c'est un transfert électrique, on sait que E égale P fois delta T, donc là je peux la calculer. Et puis l'énergie utile, on peut la calculer, voilà, un transfert mécanique, on peut recalculer ça pour savoir quelle est la partie que je vais récupérer. Et la différence entre les deux, ça va être l'énergie perdue. Et donc si je fais le rapport entre ça que je divise par ça, je vais avoir un rapport pour me dire j'ai eu
tant ou tant de pourcentage de gain. Imaginons que je transfère, j'ai un transfert électrique d'une énergie de 100 joules, et puis je sais que moi j'ai réussi par le calcul à trouver que j'ai récupéré uniquement que 75 joules. Et bien si je fais 75 divisé par 100 fois 100, et bien je vais avoir un rendement de 75%. Donc votre rendement, c'est comme ça qu'on va le calculer. On va tout simplement faire le rapport entre l'énergie utile divisé par l'énergie apportée. Alors, état, donc je vais peut-être faire un peu plus gros, c'est plus facile pour moi. Voilà, donc état, le rendement, voilà, c'est égal à quoi? C'est l'énergie donc utile. Donc je vais faire un E comme ça, donc utile, que je divise par l'énergie apportée. Alors, vous savez que, ça vous le notez pas, hein, donc que E égale, enfin, pardon, l'énergie comme ça, l'énergie égale P fois delta T. Donc en fait, si je fais l'énergie, je vais faire un peu mieux, ça va être plus pratique. Donc si je reprends mon petit truc, donc mon énergie utile, c'est égal à la puissance utile multipliée par le delta T, et puis l'énergie apportée, c'est égal à la puissance apportée fois delta t. Donc si je fais le rapport entre les deux, hein, mes delta t vont s'en aller. Donc en fait, si je fais un rapport pour calculer mon rendement, un rapport d'énergie ou un rapport de puissance, eh bien c'est exactement la même chose. Donc je peux dire que c'est l'énergie utile divisée par l'énergie apportée, mais je peux aussi dire que c'est la puissance utile divisée par la puissance apportée. Voilà. Alors ça, c'est pour mon rendement. Si je fais ça, j'aurai forcément, puisque l'énergie utile, elle sera forcément plus petite que l'énergie apportée, hein, forcément, parce que j'ai des pertes, donc forcément l'énergie utile sera plus petite, donc ça veut dire que ce rapport, il sera forcément inférieur à 1. Donc vous aurez 0,25, 0,75, etc. Si je veux, comment dire, l'exprimer en pourcentage, donc ici, hein, c'est forcément inférieur à 1. Si je veux l'exprimer en pourcentage, eh bien on multiplie par 100. Voilà, donc si j'avais ici un rapport qui est égal à 0,75, multiplié par 100, en fait mon rendement il peut s'exprimer aussi en pourcentage, 75%. Donc le principe de conservation de l'énergie implique quoi? Que forcément l'énergie apportée, ce que vous avez au début, non je vais faire un beau E, j'ai encore un peu de mal, donc un beau E comme ça, donc l'énergie apportée va être égal à quoi? Regardez bien, hein, si j'ai l'énergie apportée, elle va se séparer en deux, donc l'énergie utile plus l'énergie perdue. Forcément. Donc l'énergie utile plus l'énergie perdue. Si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations sur ce qu'on appelle le transfert thermique, l'énergie perdue, hein, c'est ce qu'on appelle aussi l'entropie. Donc si vous voulez approfondir un petit peu le sujet qui est totalement hors programme, hein, vous pouvez regarder, il y a une vidéo de Science Étonnante sur YouTube qui parle donc de l'entropie. Donc vous cherchez Science Étonnante Entropie et vous trouverez quelque chose qui vous permettra de comprendre ce que c'est que véritablement cette énergie perdue. Bien, alors, dernière chose, ça va être le rappel sur les multiples, puisqu'en électricité, on utilise soit des grandeurs qui sont importantes, soit des grandeurs qui sont petites. Donc j'avais noté ça au cas où, alors si vous savez le faire, vous n'êtes pas obligé de regarder la fin de la vidéo, moi je vais vous le rappeler ici, si vous le désirez. Alors, les unités, donc c'est 10 puissance 0, c'est-à-dire c'est 1, d'accord. Les unités qu'il faut connaître après, c'est par exemple le préfixe kilo. Un kilo, le symbole c'est un petit k. Ça c'est 10 puissance 3, hein. Ça il faut bien le connaître. Ensuite vous avez méga. Ensuite c'est symbole grand M, c'est 10 puissance 6, c'est 1 million. Vous avez giga, c'est un G majuscule, c'est 10 puissance 9. Vous avez Tera, donc c'est un T majuscule, c'est 10 puissance 12. Et le dernier, vous avez péta. On ne rigole pas, s'il vous plaît. C'est un P majuscule, c'est 10 puissance 15. Alors ça, c'était pour les préfixes multiplicatifs. Si vous avez les préfixes qui permettent d'avoir des choses plus petites, j'arrive pas à trouver le mot, c'est pas grave. Donc c'est milli. Donc c'est petit m.
c'est 10 puissance moins 3. Vous avez micro, c'est un mu, hein, c'est un U avec une grande barre de devant, c'est 10 moins 6. Vous avez nano, c'est un petit n, c'est 10 puissance moins 9. Vous avez pico, petit p, c'est 10 puissance moins 12. Et vous avez femto, c'est un petit f, c'est 10 puissance moins 15. Voilà, donc ça c'est le rappel sur les multiples, voilà, il faut les connaître, hein. Ça c'est vraiment du par cœur qu'il faut avoir pour qu'on puisse faire ça. Voilà, donc c'est terminé pour ce cours, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.